tiers livre, un cycle qui s'appelle 40 jours, basé sur l'idée d'un exercice à faire tous les soirs. Vous le faites quand vous voulez, vous prenez le temps, mais en tout cas, moi j'avance une fois par jour. Il y a des exercices parfois qui seront un peu construits, comme quand j'ai fait moi-même le 3 exercices à partir de parking Peggy, il m'a fallu un petit moment de préparation dans Google Earth, évidemment après le moment de rédaction, mais c'est pas chaque fois. Je voudrais aussi qu'on alterne avec des exercices comme on fait en musique. C'est ça que tu essayes, de la main droite, de la main gauche, du manche, tout ce que tu veux. C'est quelques minutes et on passe au suivant. Alors cela, tant mieux, les vidéos seront plus courtes, mais de quoi j'ai envie? Eh bien qu'on ouvre au récit textuel, au récit littéraire, des modes d'appréhension du réel, de nos usages, comment on voit, comment on perçoit, quelles sont les formes dans les autres disciplines qui nous éveillent à un autre rapport au réel, mais que si vous cherchez dans les livres, on a du mal à les trouver. Et c'est pas grave de pousser comme ça vers des textes. Est-ce que ce sont des textes qui ont un avenir? Je sais pas. Il est trop tôt pour se poser la question. Simplement, on ouvre la matière et on pousse les recoins. Au milieu, on a plus de place pour ce qui va naître. C'est ce qui va faire notre exercice 4 et même l'exercice 5. À preuve que j'aurai quoi comme livre pour m'en appuyer? Même pas besoin de livre, même pas de fichier joint. Je reste quand même un petit peu dans mon univers. Par exemple, la première question, London Orbital. 600 pages. Vous savez, dans les petits documents, par contre, je vous ai mis la postface de Philippe Vassé. J'ai regardé sur YouTube, on voit plusieurs documentaires faits avec... je crois que le gars s'appelle David Rogers, avec Ian Sinclair, en bonne complicité, dont un qui s'appelle Foreground, 1h20, où on refait comme ça le tour de Londres, mais avec les chemins de fer de petites ceintures, de gare à gare. Mais il y en a plusieurs. Et dans ce livre, de façon disséminée, allez, allons-y. Comment on voit? On a la tête à peu près ronde, on a les yeux qui sont à peu près ronds, on a un angle de vision faciale. C'est pas celui des poules, c'est pas celui des chevaux. Nous, c'est environ 135 degrés, mais vous savez que, comme les danseurs, par exemple, là, je vois toujours mes mains, ce sont des exercices hyper importants à faire. Là, je les perçois toujours. Là, par contre, je suis en vision périphérique, c'est-à-dire, je sais que mes deux mains sont là, je les perçois, mais ça m'oblige à un travail mental qui justement me désapprend le réel tout devant et c'est ce travail, par exemple, les chasseurs savent parfaitement l'utiliser, les peintres l'utilisent dans le rapport au paysage. Si j'ouvre, je vois toujours mes deux mains, là je suis en vision totalement périphérique, je les vois, et donc on va pas jusqu'à 180 degrés là, mais là presque je les vois, c'est-à-dire on peut ouvrir à 165 degrés et être attentif. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une vision horizontale. Important. Vous savez que par exemple l'oreille est complètement spatialisée à 360 degrés. Quand on travaille le son binaural, on utilise une fausse tête, on met des micros dessus et quand vous écoutez au casque, vous savez si ça vient d'ici, si ça vient de là. Mais est-ce que vous savez si ça vient d'en haut ou si ça vient d'en bas? Non, l'oreille n'est pas du tout spatialisée pour le son dans la hauteur. L'œil, lui, bien sûr, faites l'expérience. Allez à la boulangerie d'à côté, je l'ai fait tout à l'heure en préparant mon exercice. Mettez les bras comme ça. Est-ce que vous voyez sur quoi vous marchez? Non. Est-ce que ça vous trouble? Pas complètement, puisque vous vous guidez sur ce qu'il y a au-delà des deux mains. Mais s'il y a un petit obstacle, ou si une marche ou un truc d'effet, vous ne le voyez pas, il y a du risque. Ce qui veut dire que la vision, ce que j'ai montré là, à l'horizontale, qui est le premier réflexe, on va en reparler aussi d'ailleurs dans le prochain exercice,
propos des modes de description ambulatoire, Balzac, c'est aussi le même angle à la verticale. Et ça, l'œil, eh bien lui, le fait d'être à peu près sphérique, il est un peu moins encore chez les myopes que chez d'autres, c'est totalement différent de l'oreille. Est-ce qu'on a besoin? Vous regardez le ciel? Ah ouais, on lève la tête. Mais il est là quand même quand vous marchez droit. Et ce qu'il y a au sol, ça y est, j'ai prononcé le mot. Vous savez que même avant-hier, j'ai parlé du livre de Mathieu Duperex, Voyage en sol incertain. Évidemment, puisque Mathieu, dans ce livre, travaille sur les deltas. Donc, que ce soit le Rhône ou le Mississippi, les deux expériences qu'il superpose, le sol lui-même est une épaisseur à la fois naturelle et historique. Mais le sol de la ville, ben ça va être ça, notre exercice 4. Si je résume mon intro, l'œil, vous enlevez tout là, et puis vous vous guidez seulement à ce que vous percevez du sol sous vos pieds. C'est devenu même un tic un peu dans ceux qui pratiquent la YouTube. Vous savez, les gens qui, pour montrer qu'ils se déplacent, ils filment là leurs pieds qui avancent sur un sol. Ça veut dire que cette question du sol, là, aussi, dans le cinéma, elle est extrêmement présente. Moi, ce que je voudrais, c'est l'idée de déplacement. Ce qu'on va faire, c'est pas la question de travailler sur représenter un sol de carrelage, un sol de gravier, un sol de bitume, un sol de ciment, représenter un seuil, une marche, un passage piéton ou les signes qu'il y a sur une piste cyclable. C'est pas intéressant en soi, même si ça va être ça notre matériau. C'est que si j'arrange, prenez un trajet, n'importe lequel, ce que vous faites tous les jours, au matin. Moi, je crois que si je fais l'exercice, je le prendrai ailleurs, un petit peu, sur Lovecraft marchant dans sa ville. Tiens, ça m'intéresse. Si je retravaille, moi, les sols de Providence en faisant les marches que faisait H.P. Lovecraft, est-ce qu'en jouant ces sols, je peux entrer différemment dans le personnage? Je dis ça juste comme ça sur les enjeux fictionnels d'une telle démarche. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la mémoire que vous allez avoir d'un trajet, ou bien allez le faire demain matin, photographiez, mettez votre appareil comme ça, et puis à chaque fois que vous changez de sol, tchoc, vous faites une petite photo des différents sols. Vous verrez qu'il y en a des tas et des tas. L'idée que j'ai, c'est que si on travaille uniquement ces sols-là, sur un trajet à la verticale, eh bien, le texte qui va les rassembler, lui, il va glisser. C'est pour ça que j'ai intitulé l'exercice « Sol glissant » au pluriel. J'ai énormément de mal dans ma bibliothèque à trouver des exemples. Je vais vous en sortir un quand même, mais pas venu de la littérature. Ça veut dire que ensuite, ce qui va glisser de sol, c'est comme si on était tout près. C'est comme si on marchait à ras du sol. C'est comme si vous aviez mis une GoPro sur vos chaussures. Si on veut, allez, j'arrête avec mes métaphores optiques et vidéo. Par contre, plastiquement, ce qui est important, c'est que, est-ce que vous les voyez en vue verticale dans le texte? Ou est-ce que simplement, quand on va lire le texte, ce sera remis en vue, comme ça, à ras du sol? Et une vue à ras du sol qui déplace un chemin quelconque, un trajet quelconque à travers la ville, intérieure, extérieure, eh bien, on va avoir une impression de glissement accéléré, de translation accélérée. On va jouer sur la vitesse du déplacement dans la ville en travaillant uniquement les matérialités, qui ne soient pas les matérialités verticales, cadre, approche du cadre, traversée du cadre, nouveau cadre. Non, traverser uniquement la ville par cette glissade, ce glissement à ras du sol et uniquement les sols. Alors, encore un petit point de complément. Le sol, dans la ville, il est technique. Simplement, même si on est sur un TGV,
le TGV, il a fallu aménager les terrains, il a fallu exproprier, il a fallu aplanir ou égaliser les pentes. Ensuite, il a fallu établir un ballast avec des gros cailloux et puis des plus petits cailloux et puis par-dessus des cailloux encore plus petits qui soient capables d'amortir les vibrations. Et puis même, on inclut des sortes de granules là-dedans pour que justement les vibrations ne fassent pas trembler tout le machin, toute la rame de 120 mètres. Et puis, on rajoute de la chaux qui est hydrofuge pour que ça ne fasse pas des flaques, mais que l'eau se déverse par les deux petits remblais. C'est intéressant, pas tant que ça, sinon que le sol le plus... Ça sert à quoi le sol sous le TGV? Chez nous, il sert beaucoup au suicide. Il y a 2 saisons différentes, en avril et en décembre. Mais ce sol, il est technique. Ouvrez la moindre rue, allez voir le moindre chantier, la moindre tranchée. Tenez, regardez ce film incroyable qui s'appelle Tiché, ce film russe où un gars filme de sa fenêtre pendant tout un an des types qui réparent une canalisation au milieu du carrefour. Dans nos canalisations, eh bien, tu ouvres la petite croûte de bitume et puis ce qui est dessous, ensuite tu as vraiment de la terre, mais circule de l'eau, circule du gaz, circule de l'électricité, circule des fibres optiques, circule des réseaux de mesure, les flux de circulation, c'est-à-dire que où est l'espace des données? Un des enjeux, là, dans ce cycle, c'est le réel, il est numérisé. Comme, est-ce qu'on fait de la littérature numérique? On s'en fiche, mais alors on s'en fiche radicalement. Mais dans notre appréhension du réel, aussi bien le livre se fabrique depuis, en tout cas, pas loin de 30 ans, par des moyens numériques. Notre écriture sur blog, elle utilise des outils numérique, mais le réel même, c'est à la fois le visible et à la fois des ensembles de bases de données. Ce que nous connaissons du monde ne se limite pas à notre espace sensible. Je dévie? Oui, je ne pensais pas parler de ça. Mais je crois que pour moi, c'est l'enjeu. On va passer sur des sols qui, dans la ville, sont des sols écrits, sont des sols techniques, sont des sols avec des signes, mais qui sont aussi des lieux principaux d'organisation des flux et des données associées à ces flux. C'est quoi une rue? Vous marchez dans la rue? Oui, c'est l'espace qu'on a défini par rapport aux espaces immobiles du logement, du travail, pour circuler d'un à l'autre. Vous passez, vous descendez l'escalier et vous montez dans le métro, sol trottoir, sol escalator, sol du hall où on prend les billets et sol sous la barrière, et puis ensuite un autre escalier qui est différent, qui n'est pas carrelé de la même façon, et puis sol du quai, et puis sol du métro lui-même. Et si on a tout ça l'un après l'autre, sans rien voir d'autre que les sols, qu'est-ce que ça va nous dire autrement de la ville? L'enjeu pour moi, c'est... On va être phrase, ça, je vous laisse faire. Tenez, rajoutez-vous des petites contraintes. Est-ce que vous mettez du je, du tu, du il? Non, virez les prénoms, utilisez de l'infinitif. C'est embêtant d'utiliser l'infinitif. Virez tous les verbes. Laissez donc les sols dans leur matière. Et travaillez. Ça fait partie des cycles quand on fait de la pédagogie. Travailler sans verbe, ça fait toujours du bien. Et dans ce travail-là, sur l'arbitraire d'un trajet, si on ne travaille que les sols, dans cette matière qui glisse et qui défile, qu'est-ce que ça va nous ouvrir d'une autre diction de la ville? Et par exemple, qu'est-ce que ça nous dira autrement de ces flux de données qui constituent la ville, quand l'homme n'est plus, en tant que tel, le sujet global de son expérience. Là, je déborde. Et on arrive au bout, pas de problème. Et le temps d'écriture sera bref aussi. Il suffit juste de bien choisir ce dont vous allez parler. Et je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire demain matin en faisant une suite de photos de là où vous marchez. 40 photos, 40 phrases, et vous l'aurez, le trajet.
La question de la matière. Comment on dit les matières? En plus, ce n'est pas des matières naturelles. Même un chemin à la campagne, on voit les usures, on voit le temps qu'il a fallu pour que ce chemin se fabrique. Les matériaux, les agrégats, vous êtes passé sur les bords d'autoroute, on voit souvent ça. Une fois tous les 50-60 km, on voit ces espèces de pyramides de diverses couleurs, et puis les bitumes qui fument pour que les camions aillent recharger tel endroit ou telle zone de travaux. Les cimenteries, les carrières, nous on ne va pas en parler, mais la moindre chose dont vous allez parler, allez fabriquer. Il y a des noms sur les plaques d'égout. Et même l'usine, le lieu où a été fabriquée la grille d'égout. Il y a évidemment ce qui traîne par terre. Il y a évidemment ce que la ville jette et abandonne, ce que la ville ne regarde pas. Il y a des corps couchés sur le sol. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est question de matière, de reflet. S'il pleut, c'est différent. Par exemple. Ça, on l'avait exploré. Quand on avait fait la série Écrire la ville, j'avais juste proposé de reprendre une même thématique de trajet qu'on avait déjà explorée. Et s'il pleut ce jour-là? Donc cette question de la plastique. Ces photos que vous pouvez faire, là en tenant le truc avant vous, pas besoin de vos chaussures. Hein. On n'est pas là dans les caricatures YouTube. Si vous les mettez devant vous, c'est de la couleur, c'est de la texture, c'est de la géométrie, c'est des formes, c'est des abstractions, si on les sépare de leur contexte et qu'on les met à la verticale. Bien, dans le texte, c'est ce chemin d'abstraction et cette capacité à tenir la matière qui va créer ce glissement du texte, qui va créer... On ne peut pas l'arrêter, un tel texte. Il va filer vite. Et c'est ça que je voudrais qu'on essaye. Les phrases, elles sont collées, elles font un seul bloc. Si on fait des petits versets, et puis à ce moment-là, j'avance le pied. Non, ça ne marchera pas. C'est sol, 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 sol. Alors il y a un gars qui a fait ça. Lui, il a fait ça toute sa vie, ça fait au moins 30 ans. Il s'appelle Régis Perret, P-E-2-R-A-Y. C'est un gars qui, dès l'école des Beaux-Arts à Nantes, a commencé à travailler sur l'idée de sol. Par exemple, Régis a fait un mur de sol. C'est-à-dire que l'archive qu'il constitue, qu'il continue de constituer, il est plus jeune que moi, je ne sais pas combien, mais ce n'est pas la question. Mais en tout cas, c'est des milliers de sols qu'il documente. Je marche sur un nouveau sol, j'archive ce nouveau sol. Quand il expose son mur de sol, ça fait une fresque de 30 mètres de long, avec 11 000 ou 12 000 images de sols différents. Est-ce que c'est les sols de partout au monde? Eh bien, Régis, il les nettoie, les sols. Une des images les plus célèbres qui le concerne, il est allé au Caire et il a balayé la route qui mène aux pyramides. Il a fait émerger le sol de la route propre qui mène à la pyramide de Gizeh. Je vous mets juste quelques images de Régis Perret, et c'est là-dessus qu'on va finir. Ils le font bien, eux, les plasticiens. Ils le font bien, eux, les cinéastes. Est-ce que dans vos rêves, il n'y en a pas des sols? Quand on dort, on est plus ou moins horizontal. Comment on ne rêverait pas de notre liaison au sol? Comment on ne rêverait pas de ces glissements au sol? C'est pour tout ça que là, aujourd'hui, exercice 4, j'ai choisi comme titre « Sol glissant » au pluriel. Non pas qu'on se prend une peau de banane et qu'on se rétame la figure. Non, c'est simplement qu'on va glisser sur une suite de sols, les sols écrits de la ville. Pensez à tous les signes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des travaux pour installer les machins de téléphone et tout ça, toutes ces espèces d'inscriptions avec des couleurs très différentes et qui nous sont à nous totalement illisibles. C'est uniquement avec ça qu'aujourd'hui on travaille. Ça
sert à quoi notre cycle? Eh ben, que demain on fera autre chose. Rassurez-vous. C'est pour ça que ça vaut le coup aujourd'hui de faire ça et seulement ça. Pas chercher à tout faire dans chaque exercice. Juste